Bienvenue pour ce webinaire dédié au code barre, c'est organisé durant cette semaine du numérique, donc 11 webinaires organisés par la Chambre de métiers de Bourgogne et de Franche-Comté. Et donc ce soir à 17 heures, un webinaire sur les codes barres qu'on va co-animer avec Pascal et David, qui sont mes collègues de la Chambre de métiers. Et j'ai sollicité Jérôme Marchand, et je le remercie de témoigner, donc chef d'entreprise, qui témoignera justement sur la mise en place des codes barres. Donc, au niveau de Zoom, vous avez la possibilité d'échanger avec nous. Donc, nous, on ne vous voit pas. Vous nous voyez, mais on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Mais vous avez la possibilité d'échanger avec nous avec deux fonctionnalités en bas de votre écran, le chat pour converser ou l'espace questions-réponses QR. Donc, je vous propose de plutôt utiliser cet outil. Comme ça, les questions sont enregistrées et si on ne peut pas apporter de réponse parce qu'on n'a pas forcément la réponse sous la main, on pourra vous recontacter ultérieurement. L'équipe numérique, nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire. Donc ce soir, moi, je suis basé à Auxerre, dans l'Yonne. Avec nous, Pascal Borto en Côte d'Or et David Ritten, basé à Belfort, qui aussi intervient sur le territoire du Doubs. Donc nous sommes répartis sur l'ensemble de la région et on est une équipe et on partage nos compétences, nos connaissances en fonction des différents sujets sur lesquels nous pouvons intervenir. Et donc, le sujet de ce soir, c'est la gestion des codes barres. Et je vais laisser la parole à David pour nous faire une petite présentation du fameux code barre. Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Donc, il faudra vous contenter de la photo que vous avez vue tout à l'heure pour mettre une image sur ce que vous entendrez. Donc voilà, bienvenue et merci surtout à Monsieur Marchand qui nous fait l'amitié d'être là pour témoigner sur ce sujet que sont les codes barres. Donc les codes barres, alors c'est vrai qu'on a eu la thématique, on s'est dit, bon ça on va faire un webinaire sur les codes barres alors que tout le monde connaît ça, qu'est-ce qu'il y a à dire en fait sur les codes barres? Et en fait en creusant on s'est rendu compte que en définitive, le code barre, c'est un sujet qui est assez ancien. Donc, comme c'est marqué dans la diapo, les premiers codes barres en fait, ont été initialisés et développés dans les années 50 pour enregistrer, enfin, pour automatiser l'enregistrement des produits qui jusqu'alors en fait étaient complètement faits à la main. C'est-à-dire que du suivi d'un produit, de sa facturation, de sa fabrication jusqu'à l'envoi chez le consommateur final, tout était vraiment fait de manière manuscrite. Donc, en fait, le code barre, c'est un système d'identification des produits. Donc, on parle bien ici de produits finaux qui sont, en définitive, l'identification, elle est gérée par une organisation dont on parlera tout à l'heure, qui est une organisation mondiale et qui est présente dans 150 pays. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, il n'y a aucun ou peu de produits qui sont sans code barre, je dirais, à l'exception finalement des produits des artisans en définitive. C'était tout l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est de se dire, tiens, il y a quelque chose à faire avec les codes barres et les artisans. Il faut savoir, juste pour la petite anecdote, que le bip très caractéristique des codes barres, eh bien, il y en a, enfin, des bruits des lectures de code barre, il y en a plus de 10 milliards par jour dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est une vraie cacophonie si on entendait vraiment ça vraiment en réel. Voilà. Quelqu'un peut appuyer sur le bouton, merci bien. Voilà, donc pourquoi opter pour les codes barres aujourd'hui? Donc on l'a dit, et on le sait, aujourd'hui les codes barres, c'est quelque chose qui est utilisé et valable dans le monde entier par l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire que vraiment de la fabrication jusqu'à l'envoi, jusqu'à la commercialisation et jusqu'après le suivi final, on a vraiment quelque chose qui est tracé de bout en bout. On l'a dit, c'est aussi quelque chose qui est très, très efficace puisqu'il va faciliter l'inventaire et la gestion des stocks. Tout en évitant, et c'est l'item du dessous, tout en évitant effectivement la fameuse erreur humaine qui, dans des suivis, dans des inventaires, etc., est la première source d'erreur. C'est vraiment là, on a affaire à des machines qui lisent des codes informatiques, donc on est en pays conquis et donc l'erreur est très, très faible. C'est aussi rentable parce que les codes barres, en définitive, on le verra tout à l'heure, c'est finalement très peu cher. Et donc, ça permet d'augmenter sa rentabilité et c'est reconnu par l'ensemble des acteurs du commerce. Alors, par contre,
on n'est pas ici au pays des bisounours. Hein. Il y a les codes barres ont aussi leurs inconvénients. Notamment, il y a de l'équipement à prévoir. On va en parler tout à l'heure. Finalement, par rapport à d'autres systèmes actuels et qui sont en cours de développement, enfin qui sont bien développés, mais ramener à l'entreprise artisanale, c'est un peu plus délicat. Mais voilà, des systèmes comme le RFID ou des choses comme ça, le code barre finalement transmet assez peu d'informations. Là aussi, il va falloir prévoir un système de lecture et quelque chose auquel il faut penser aussi quand on est dans sa phase de réflexion pour les codes barres, c'est aussi que les codes barres s'altèrent en fonction de l'environnement. C'est-à-dire que si vous avez un environnement humide ou alors au contraire exposé au soleil, à la poussière, etc., évidemment, les codes barres peuvent s'altérer et c'est autant d'éléments qui peuvent évidemment générer soit des erreurs, soit complètement des incompréhensions ou des problèmes vraiment de lecture. Alors, les codes barres, finalement, c'est quoi? En définitive, on se rend compte que quand on fait un peu le tour, de ce qu'on voit, des codes barres, il y en a absolument partout. On parle, donc Thierry, pardon, nous parlera tout à l'heure d'un code barre qu'on connaît depuis l'année dernière. Mais finalement, on voit des codes barres absolument partout. On les connaît, alors sous différentes formes. Le code barre dont on connaît le plus, c'est le AN13, qui s'appelait EAN13, mais qui s'appelle désormais le GTIN ou qui s'appelle aussi le GS1. Donc vous verrez qu'en définitive, il y a plein d'appellations qui finalement concernent uniquement un seul code barre, qui est celui que je vous ai mis en capture d'écran. Finalement, celui qui est utilisé aujourd'hui, c'est le GTIN, c'est c'est l'appellation qui est retenue. Alors, je vous ferai grâce de mon accent anglais, je vais vous le traduire plutôt en français, ce sera bien plus efficace. Donc, c'est le code article international, le GTIN, qui est vraiment aujourd'hui la nomenclature qui est utilisée pour le code barre. Vous avez la capture d'écran. Ouais, donc je vous laisse la lecture. Alors celui qui est en bas à gauche, on les voit surtout soit dans la partie industrie, on a ces codes barres là très industriels. En fait, voilà, plus ils sont compacts, plus ils détiennent d'informations. Et donc voilà. Donc là, je vous les ai mis plus pour l'illustration. Alors le code barre dans l'entreprise artisanale. Alors dans les points. La première des choses, alors je l'ai remis, on a un petit problème de version sur le PowerPoint. Il y a la première des choses en fait à laquelle il faut penser, c'est déjà de déterminer le besoin. Pourquoi est-ce que vous auriez besoin d'un code barre? C'est vraiment la première des questions. Est-ce que c'est pour vendre en ligne? Est-ce que c'est pour votre usage interne? Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir déterminer. Qu'est-ce que vous voulez en faire, ce code barre? À quoi il va vous servir? Est-ce que c'est pour faciliter l'inventaire? Est-ce que c'est pour faciliter les ventes? Est-ce que c'est pour les deux, en définitive? Voilà, c'est des questions. Ou est-ce que vous avez comme projet de vendre sur Internet, sur des plateformes? Voilà, donc c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Il y aura de toute façon un équipement, il va falloir s'équiper de matériel. Donc, je dirais le matériel emblématique du code barre, c'est la fameuse douchette qu'on appelle, le lecteur code barre, mais qu'on appelle dans le langage commun la douchette. Donc là, la douchette, il faut savoir que vous allez trouver des douchettes qui vont aller de 30 à 3 000 euros. Vous voyez, donc la fourchette est très très large selon ce que l'on veut faire et selon la rapidité de traitement. Il va vous falloir également une imprimante à code barre, mais je dirais que cette imprimante à code barre n'a que d'intérêt que si elle est connectée à un logiciel de gestion. Donc, il faut ramener ça évidemment à ce logiciel de gestion. Et pour l'imprimante en question, c'est pareil, vous allez trouver des imprimantes à code barre qui vont aller de 100 à 1000 euros ou même plus selon le support sur lequel vous voulez imprimer. On parlait tout à l'heure de l'altération des supports. C'est une vraie question qu'il va falloir vous poser selon l'environnement dans lequel vous travaillez. Donc là, c'est pareil, il va falloir là aussi
faire attention à vos contraintes à vous, que sont l'environnement, la projection de produits si vous êtes dans une PME, ou alors le chocolat si vous êtes chocolatier. Enfin, voilà, il va falloir vraiment se poser ces questions-là. Et aussi, la question qu'il faut se poser, et si vous voulez faire utiliser les codes barres à l'externe, se dire, voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que là aussi, c'est pour moi? Est-ce que c'est pour mon propre site Internet? Donc, dans ce cas-là, je dirais qu'il n'y a pas besoin de particulier. Ben voilà, vous pouvez créer vous-même vos propres codes barres. En revanche, là où ça change, c'est que si vous voulez que ces codes barres soient utilisés sur des plateformes, alors je n'en citerai pas enfin, celles qu'on connaît toutes, mais voilà, il y en a d'autres. Mais si vous voulez mettre vos produits en vente sur des plateformes, il y a de fortes chances pour que votre plateforme de vente bah, vous impose en définitive un code barre. Et dans ce cas-là, enfin, l'utilisation des codes barres pour les rentrer dans leur système, eux, d'information. Et dans ce cas-là, il va falloir que vous travailliez avec une association, puisque c'est une association qui s'appelle GS1 France et qui est la seule association qui est habilitée à délivrer en fait des codes qui soient authentiques et qui vont à la fois identifier l'entreprise que vous êtes, mais également les produits que vous allez avoir à commercialiser. Donc en fait, c'est là que c'est important aussi, avant de se lancer dans une démarche de code barre, c'est de se dire, tiens, finalement, quels sont les codes barres, enfin, quels sont les articles que je veux vendre et comment, voilà, quels sont les articles, les différentes variétés. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure un peu rapidement, peut-être, c'est que le GTIN, en fait, c'est un produit par article. Hein, donc, en fait, on trouve une autre appellation aussi qui s'appelle le EAN. Et donc, à chaque fois, on est vraiment sur des produits unitaires. Donc, en fait, vous allez avoir affaire à une association qui s'appelle donc GS1 France. Donc, je vous le disais tout à l'heure en préambule, c'est une association qui est internationale, donc qui regroupe évidemment toutes les grandes entreprises de la distribution, hein, forcément. Mais voilà, c'est elle qui est habilitée à. Donc, il va falloir passer par elle, en fait, pour être identifié dans les codes barres. Et dans ce cas-là, eh bien, donc, en fait, ils ont un forfait. Donc, comme je vous disais, c'est une association donc qui a une adhésion. Et donc, ces adhésions, en fait, elles varient entre 90 euros et 4 000 euros par an. Alors, évidemment, plus vous avez un chiffre d'affaires élevé, eh bien, plus le montant de l'adhésion l'est aussi. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires jusqu'à 500 000 euros, on est dans le plafond bas, c'est-à-dire on est à peu près 90 euros par an pour adhérer à GS1 et qui, elle, va vous authentifier, donc l'identification de l'entreprise et l'identification de vos produits. Voilà, donc je pense. Alors, pour la partie théorique, j'en ai terminé. Je pense Alors, que j'ai une question. Oui, madame. J'ai une question. J'ai un retour. J'ai une question. Est-ce que si mes produits diffèrent par couleur, est-ce qu'il faut un code barre différent? En fait, le code barre va être attribué à un produit. Si vous estimez que le produit a une couleur différente, c'est une autre référence. Et ben, si votre produit est décliné en 10 couleurs, il faudra 10 codes barres. Et Ouais. pareil, si votre produit est décliné avec des poids différents, Monsieur Marchand pourra nous l'expliquer. Si on fait une tablette de 200 grammes et une autre de 500 grammes, et ben pareil, il faudra 2 codes barres. Donc, ce qui est important lorsqu'on veut mettre ce type de démarche, donc comme l'a rappelé David, c'est pourquoi vous voulez le mettre en place. Est-ce que c'est pour un usage interne ou un usage externe ou les deux? Exemple, c'est les codes barres qui vont vous être demandés, par exemple, pour rentrer en grande surface. Si vous voulez vendre en grande surface, on est obligé que les produits soient scannés, donc il faudra obtenir ce code barre. Donc, lorsqu'on va commander ce code barre ou cette série de nombres, donc comme l'a dit David, c'est 13 chiffres. En fait, c'est 12. Le premier, le 3, ça représente plutôt le département français. Ensuite, vous avez une série de numéros qui sont affectés à l'entreprise. Et ensuite, une autre série de chiffres qui vont être attribués aux produits que vous allez distribuer. Et le dernier chiffre, en fait, c'est une clé pour vérifier que la chaîne de code est conforme. Donc, il va falloir lister tous les produits qu'on a. Ensuite, d'imprimer ces étiquettes. Donc, soit on l'imprime avec une imprimante comme est présenté sur la présentation, ou ça peut être directement
de générer ce code via des plateformes spécialisées. On a là des gratuites, hein, il suffit de rentrer les chiffres et ça vous convertit l'image. Et cette image, on va pouvoir la communiquer à son imprimeur qui, lui, va la poser sur l'étiquette produit. Parce que si je prends le cas de M. Marchand, il nous dira tout à l'heure un petit peu le nombre de références qui peut être amené à fabriquer. Il passe par un imprimeur qui lui génère automatiquement ses emballages pour mettre ses produits. Voilà. Alors, le GS1 propose d'ailleurs, dans l'adhésion, donc il y a pas que l'adhésion, il n'y a pas, je dirais, que l'identification de l'entreprise que vous récupérez, hein. Il y a tout une panoplie de services, dont la génération de code barre. En fait, vous pouvez très bien. Donc, ils ont un service qui s'appelle Code Online, que vous pouvez, une fois que vous êtes adhérent, évidemment, que vous allez pouvoir utiliser et qui vont vous générer ainsi des modèles d'étiquettes, enfin des modèles de code barre adaptés évidemment à votre entreprise que vous allez pouvoir transmettre à votre imprimeur ou pour votre propre usage. Et donc, justement, on voulait faire témoigner Jérôme Marchand, qui est artisan à Carré-les-Tombes, qui a mis en place ce système de gestion par code barre. Et ça nous a apparu intéressant de le faire témoigner sur une application concrète. Donc, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots votre activité et la commune où vous êtes implanté? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Très, très bien. Très bien. L'aventure du Côte d'Or, alors déjà, Carré de Chocolat, on est à Carré-les-Tombes, hein, dans le Morvan. Mais je voulais complémenter et expliquer qu'en fait, nous, le Côte d'Or, il est déjà arrivé par la gestion unitaire. Alors, je vais complémenter à chaque fois ce qui a été dit, mais pour bien comprendre, c'est que nous, on avait une multitude de produits à la base et on a un logiciel de gestion qui nous permet donc de gérer donc des UVC, donc des unités de valeur consommateur. Et en fait, un UVC, c'est une baguette de pain, c'est un pain au chocolat, c'est une tablette, c'est un pot de caramel crémeux, un pot de pâte tartinée. Ce logiciel nous permet de les ranger par des catégories, des familles, des sous-familles de produits. Et donc, on a installé des douchettes. Et dès l'instant qu'on installe une douchette pour optimiser la vente, on parlait de rapidité au niveau de la vente, forcément, on va attribuer une valeur numérique, donc un code court. Donc, au départ, on démarrait, nous, avec des codes courts, donc, qui peut être en 7 chiffres, on va dire le 11-103 qui va correspondre à la baguette, un pain qui va être le 11-104 et ainsi de suite. Et ce logiciel nous a permis de générer un EAN13, donc avec une clé variable ou pas de clé variable, pour faire du poids-prix, parce que tout à l'heure, on parlait il y a des choses qui se font au poids, mais on voit qu'on peut le gérer aussi par des clés variables aussi, au niveau du poids. Et donc, on avait un EN13 qui commençait par 31. Mais on s'est rendu compte et ça a très clairement été expliqué par David ou Pascal, je n'ai pas fait attention, qu'en fait, que dès l'instant qu'on voulait sortir de notre boutique et aller chez des revendeurs, et en fait, il ne fallait pas qu'il y ait de conflit entre les EN13 que nous, on allait faire. On peut fabriquer un EN13 artisanalement. Hein, je veux dire, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des sites payants, mais il y a des sites gratuits. Et on peut faire un EN13 artisanalement, voilà, très facilement. Sauf que cet EN, il peut être en conflit avec… alors, pour expliquer simplement un artisan, c'est qu'en fait, l'EN, c'est un petit peu la plaque d'immatriculation d'un produit comme on va immatriculer une voiture. Donc, c'est une signature unique aussi au niveau de l'entreprise. Donc, en fait, pour pallier ça, donc on a fait, et ça, le PowerPoint l'a démontré, on a consulté donc GS1, on a pris un abonnement chez GS1, et donc nous, on a acheté 1000 EN13, en fait. Donc, le premier démarrage que GS1 nous a attribué par rapport à notre cabis, c'est l'immatriculation de notre entreprise. Et après, donc, on a 1000 codes barres. Donc on peut avoir 1000 codes barres jusqu'à 1000 produits pour aller sur le territoire national et international. Voilà. Donc, ça, c'est important. Mais ce qui est important, c'est qu'au niveau de l'EN13, ça permet aussi, dès l'instant qu'on a un code court sur un produit ou un EN, ça permet de contrôler un stock, ça permet d'interroger
des familles de produits, des sous-familles de produits. Et dès l'instant qu'on a une baisse de chiffre d'affaires dans l'activité, grâce au logiciel, ça nous permet de voir quelle famille de produits, quelle sous-famille et quel UVC, donc quel article va pêcher. Parce que voilà, ça permet à la fois ça permet d'avoir une solution de vente, d'encaissement, ça permet de contrôler un stock et ça permet aussi, pour nous, c'est important, ça permet de prédire. Alors, ça veut tout et rien dire, mais ça permet de faire des prévisions parce que quand vous avez une intuition pour développer un marché, vous allez interroger finalement vos ventes de AN13 par famille, par sous-famille de produits, et ça vous permet, par rapport à ce que vous pensez développer, d'ajuster ou de vous conforter dans votre développement économique de l'entreprise. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on va intégrer les EN à l'outil de gestion. Donc, ça nous permet de collecter, nous, on a pu collecter quasiment maintenant plus de 15 ans d'activité de vente par famille de produits, par sous-famille, contrôlée par des EN. Et ça nous permet finalement de prédire, de savoir sur quel marché on va aller, quelle famille de produits on vend le plus. Donc, souvent, on appelle ça, nous, les 20-80 dans le jargon. Mais ça nous permet de miser et d'optimiser aussi la rentabilité des produits qui vont sortir le plus au niveau des paniers. Voilà. Donc, ça aussi par rapport aussi aux ventes en ligne. Donc, l'EAN, ça a réellement un intérêt de le mettre en place, alors sous forme de code court pour un artisan qui dit moi, je veux pas aller sur des revendeurs de mes produits. Donc, il y a très peu d'investissement au démarrage, à part peut-être un logiciel de gestion, parce que c'est quand même important, parce que ça permet aussi de peser les poids calendaires. Et dans un deuxième temps, c'est vrai que si on veut aller sur un marché régional ou national, là, c'est important d'adhérer à un système qui va être GS1, qui va attribuer finalement cette carte grise à la fois à l'entreprise et à chaque produit qui va sortir de la boutique. Voilà. J'ai une petite question pour Jérôme. Est-ce que vous les faites vous-même, les codes barres impression? Vous faites la totalité? Comment ça se passe au niveau pratique? Alors, au niveau pratique, nous, en fait, on avait déjà tout un ensemble de codes barres qui étaient liés à notre système de vente unitaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée un article sur l'outil de gestion systématiquement va nous générer un code court et un EN13. Sauf que le EN13, nous, il démarrait avec le 3.1, alors que nous, l'immatriculation de notre entreprise, c'est 3.7. 3.7, ça doit être 3.720. Donc, ça veut dire que sur GS1, on a dû identifier la gamme de produits qui allait aller sur le secteur régional ou national et bien démarrer avec la plage qui nous était octroyée par GS1. Voilà. Donc, pour expliquer un petit peu, Jérôme, vous avez, je dirais, 3 magasins. Vous avez un magasin physique où on peut acheter du chocolat ou acheter du pain, des viennoiseries. Donc, ça, c'est la boutique physique. Tout à fait, qui va être géré que par des codes courts ou des EN13. Voilà, l'ensemble des produits gérés par des EN13. Après, vous avez un site de vente en ligne, oui. Qui est la même chose, je dirais, qu'un site physique. Et aussi, vous êtes rentré dans les grandes et moyennes surfaces. On peut trouver vos produits en grandes et moyennes surfaces. Et là, pour que votre produit ait sa bonne plaque d'immatriculation, comme vous l'avez dit, l'idée, c'était d'avoir un code barre à 13 chiffres qui soit reconnu sur la plateforme pour que vos produits soient facilement scannés et facturés aux clients. Donc ça, c'était la première étape, c'était de codifier tous vos produits en interne, des codes courts, et ensuite, vous avez franchi un cap lorsque vous êtes notamment rentré dans la distribution. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée un article qui va être destiné au marché national ou régional, nous, le revendeur va nous envoyer en fait une fiche produit à remplir où on va rentrer le AN13 de GS1 et eux, ils vont bien vérifier qu'il ne soit pas en conflit avec un AN13 qui peut être, je vais dire, la bouteille de Coca-Cola. Si moi, j'ai le même EN13 que la bouteille de Coca-Cola, vous pensez bien que je vais me faire blacklister tout de suite et on va me dire, revoyez votre copie ou votre immatriculation, elle n'est pas bonne. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut de toute façon, on n'a pas le choix d'adhérer à GS1 qui va nous attribuer finalement notre carte grise. Voilà. Et donc, au niveau des produits,
Donc l'étiquette, donc vous avez généré ce code avec ce logiciel, vous avez vérifié que c'était compatible dans la base de données, et ensuite ce numéro, ces chiffres, vous allez les mettre sur l'étiquette produit. Donc là, c'est pas vous qui les imprimez en interne, mais Alors, vous passez, je pense les alors, étiquettes des. ah ouais, alors on les imprime maintenant, on fait on fait tout le print en interne maintenant. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va maîtriser ce qu'on appelle, nous, la contre-étiquette qui va être derrière le pot. Et en fait, tout à l'heure, Pascal ou David l'a très bien expliqué, on peut créer en fait en point image, en point PNG ou JPEG. Nous, on utilise soit le code barre HIT ou alors le logiciel qui est avec VS1. GS1, voilà. Et en fait, on va taper notre AN, ça va nous calculer la clé variable. Donc, la fin, les deux derniers chiffres, il me semble, de la N13. Et en fait, on enregistre comme un fichier image hein, dans l'écran. On va enregistrer tout simplement l'image qui va être générée du code barre. Et après, nous, quand on fait notre montage d'étiquette, on intègre notre image finalement. Voilà. Voilà. Donc soit vous faites de l'impression en interne, il y a aussi la possibilité, c'est de transmettre ce fichier image à l'imprimeur qui lui va sortir des grandes planches. Mais si vous passez sur des impressions en très grand nombre, de Oui. bien s'assurer au début que le produit est lisible avec une douchette, parce que c'est arrivé à des artisans que le code soit pas bon, refusé, et du coup, c'est toute la production qui était à jeter, notamment parce qu'ils avaient intégré ils avaient intégré une grande surface. Les conflits, alors souvent quand on a un conflit de code barre, c'est souvent au niveau de l'encre. Donc nous, systématiquement, c'est le noir. On voit que souvent quand il y a des encres, autres que les couleurs, autres que le noir, souvent il peut y avoir des problématiques de reconnaissance au niveau du code barre. Et souvent, quand on enregistre le fichier image, quand on va le déformer, des fois, on ne va pas respecter forcément les intervalles. Et là, il n'y a pas forcément de lisibilité au niveau des douchettes. Ouais. Donc, ça intervient quand le code barre il est vraiment très, très petit. Et chacun peut le constater, quand on va chez des discounters, le code barre, il va prendre tout l'emballage, souvent en longueur. Tout simplement, c'est pour être plus rapide au niveau du passage en caisse. Ouais. Et plus il est long, plus il est facile à lire en fait, ouais, par la douchette. En fait, hein. Tout à fait. Et dans le cas des produits variables, entre guillemets, on met dans le code barre un prix au kilo et ensuite c'est au pesage qu'on détermine le prix final. Alors, c'est-à-dire qu'on pour ceux qui font du poids prix, pour les artisans qui font du poids prix, en fait, on va intégrer le code barre, en fait, on va lui dire que c'est du poids variable. Et en fait, quand l'article va passer en caisse, ça va tout de suite reconnaître si c'est un melon ou des cacahuètes ou n'importe quoi. Et en fait, dans l'outil de gestion, en fait, on va lui dire, là, tu ouvres une fenêtre, ça va se connecter à la balance et on n'a plus qu'à rentrer le poids ou alors la balance va directement rentrer le poids à l'article. Et il faut savoir que derrière, ça permet… Alors, c'est ça qui est bien, c'est que on sait que le stock, pour l'artisan, c'est important parce que c'est de l'argent, c'est de la trésorerie, hein, le stock. Et aussi, ça permet de déstocker. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va passer un pot de caramel crémeux, ainsi de suite, on peut déstocker à la fois de la production qui a été fabriquée. Si moi, j'ai fabriqué 100 pots de caramel crémeux, à chaque passage caisse, ça me déstocke. Et ça nous permet aussi d'avoir des alertes de stock. Et après, nous, on a derrière tout un process où on peut intégrer une fiche recette pour refabriquer par rapport à ça. Donc, on voit que le N13, c'est aussi un outil qui va servir à distribuer les commandes, soit pour dire, là, il faut me refabriquer parce qu'il n'y a plus beaucoup de stock, parce qu'à travers finalement un EN13 qui peut être destiné à la vente, on peut utiliser le N13 pour dire, voilà, là, il n'y a plus beaucoup de stock, je dois créer une alerte parce que je suis sur un stock minimal et il faut éviter une rupture. Donc, il y a plein de possibilités aussi avec un N13. Voilà. Donc, l'important derrière, c'est évidemment de le chaîner à un logiciel de gestion, ce qu'on disait tout à l'heure, qui va nous permettre de finaliser tout le process. Ah oui, tout le process. Après, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup d'investissements, en termes, c'est beaucoup d'investissements humains parce que
faut rentrer la base, il faut faire de la saisie, mais après, c'est aussi beaucoup de tranquillité parce que nous, aujourd'hui, on a un Scorpio ou même un simple téléphone. Ça nous permet de flasher notre stock et je vais flasher un produit, ben, je sais quel produit, je sais si c'est un seau en 15 kilos, en 20 kilos, et j'ai aussi le prix. Donc, en termes d'inventaire, au niveau de l'inventaire, on est plus rapide. On est plus rapide pour faire un inventaire. Ouais. Et au niveau de la boutique, il y a un gain aussi pour le magasin en physique? Eh ben, complètement, parce que quand vous avez un collaborateur qui va arriver en pleine saison, vous peinez à le former, ben souvent c'est très anxiogène parce que nous, c'est pas, enfin, on a des références, mais on va prendre l'exemple d'une grande surface. Une grande surface, c'est à peu près entre 500 000 et 600 000 produits vendus par une grande surface. Donc, ça veut dire que la vendeuse, en scannant, elle aura tout de suite le prix. Et nous, c'est pareil, je veux dire, nous, on a une dalle, il y a une dalle de gestion. Bah, des fois, c'est anxiogène parce qu'il faut trouver la touche, il faut chercher la sous-famille de produits. Là, on scanne le produit, c'est plus rapide aussi pour le service. Et ça veut dire que quelqu'un qui va arriver très rapidement, si vous avez un collaborateur qui est malade ou n'importe quoi qui est remplacé, on peut prendre le logiciel, c'est assez intuitif et c'est assez rapide. Et puis on élimine de toute façon ce pourquoi le code barre a été fait, le fameux risque d'erreur humain, quoi. Oui, On remplace vite quelqu'un par un autre et puis on évite surtout l'erreur. oui, puis bah, ça limite aussi les erreurs de caisse parce que Bien sûr. voilà, c'est important, quoi. Voilà. Mm. Et surtout la traçabilité. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, moi, si j'ai besoin d'interroger, on va dire, on parlait de tout ce qui était conservé au niveau manuscrit. Si j'ai besoin de faire une production, on va dire, de pain, par exemple, pour le 15 août, j'ai juste à interroger mon logiciel. Ma baguette de pain, c'est un EN13. Je sais ce que j'ai vendu en pain, en viennoiserie, en confiture de lait, en pâte à tartiner. Donc, ça permet aussi d'avoir un outil performant pour faire de la prévision de Mm. fabrication. Voilà, voilà. Ça, c'est important. Ouais, c'est ça qui est super dans votre témoignage, Jérôme, c'est qu'on voit que c'est pas simplement un outil de vente, mais c'est que vous en servez vraiment comme un outil d'analyse et de gestion. Et ce qui est assez remarquable, c'est de voir qu'en fait, un code barre qui est quand même qui est très très marqué grande surface, finalement, un artisan peut complètement se l'approprier puis le ramener à son échelle, quoi. Donc c'est franchement bien. Alors, Jérôme, vous avez, on l'a pas dit dans la présentation de l'entreprise, mais vous avez trois établissements, quoi, on va dire, trois lieux physiques. Vous avez la boulangerie d'un côté, juste à côté, vous avez une chocolaterie qui physiquement sont séparés, mais c'est un choix pour le plan commercial. Et il y a quelques mois, vous avez investi dans un nouveau local de production qui est physiquement à quelques kilomètres de la boulangerie. Et donc, justement, toute cette gestion informatique, ça vous permet d'avoir une communication, une gestion entre ces trois établissements et de ne pas avoir cette rupture physique. Mm. Oui, les trois outils d'encaissement sont reliés entre eux parce qu'on fait de l'encaissement, mais aussi de la facturation. Aujourd'hui, quand on fait un envoi chez un de nos revendeurs, qu'il soit de la grande distribution ou même une épicerie fine, le code barre aussi nous permet de gérer aussi un lot. Voilà. Et ça veut dire qu'on peut rentrer, attribuer un numéro de lot à un EN13. Et si on doit faire. Allô, vous m'entendez? Oui, on est... Oui, il y a eu une intruse là qui s'est mise dans la réunion. on va pas dire que c'est Alexia de chez Amazon, ça va faire jaser, mais
Et voilà, ce qui est important, voilà, c'est que tous les outils communiquent entre eux. Ouais. Et, on a deux serveurs et un poste d'encaissement. Et les deux serveurs sont complètement synchrones pour pouvoir gérer à la fois la création d'un produit, donc la création d'un EN13, et de le diffuser sur l'ensemble de notre outil informatique. Voilà. Donc, ça veut dire que derrière, on conserve, nous, aujourd'hui, Carré de Chocolat, on a à peu près 15 ans de données numériques et de données collectées au niveau de l'EN13. Donc, ça, c'est, voilà, pour finir, c'est quand vous voulez faire de la prévision et vous diversifier, ben vous avez juste à interroger et vous voyez les familles de produits qui tournent, des autres qu'il faut conserver mais qui tournent moins bien. Et ça permet aussi d'orienter votre communication et de cibler la communication sur les produits qui vont tourner le mieux aussi. Voilà. Ou alors d'utiliser votre communication sur des produits qui vont moins bien tourner pour les valoriser. Donc, je ne sais pas si Pascal ou David, vous avez vu des questions en plus pendant cette petite coupure. Moi, j'avais une question, mais elle est peut-être un petit peu indiscrète pour Jérôme. Si c'est indiscret, il ne répond pas, hein. L'investissement de tout ça entre… bon, là, on est dans un cas aussi un petit peu particulier puisqu'il y a la boutique, donc avec un système de caisse et de douchette, le logiciel qui va derrière. Il y a, voilà, l'idée, si elle est communicable, hein, si elle n'y est pas, Non, ben, de toute façon, depuis la loi finance, les caisses, les caisses sont obligatoires au niveau des encaissements pour les artisans, les commerçants qui font de la vente physique. Et toutes ces caisses sont capables, il me semble, hein, ces caisses normalement sont capables de gérer des EN13. Donc après une douchette, quoi, on a dû la payer de 150 euros. Voilà. Par contre, dès l'instant que vous mettez un Scorpio, ce qui va être le plus cher, finalement, c'est la licence, les licences en plus, les licences en plus que pour les postes d'encaissement. Aujourd'hui, on va dire qu'une licence, il me semble que ça doit être à peu près 3 000 euros une licence en plus supplémentaire. Voilà. C'est une licence que vous achetez, que vous payez une fois ou à l'année? Alors, vous la payez une fois. D'accord. Mais par contre, Jérôme, juste pour qu'on soit bien sûr de ce qu'on dit, la licence dont vous parlez, c'est la licence du logiciel de gestion ou c'est Oui, la licence… c'est la licence du logiciel de gestion. Aujourd'hui, vous l'avez clairement expliqué, vous l'avez tout à fait dit, chez GS1, il me semble que on doit être à peu près sur une centaine d'euros pour. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que chez GS1, ils utilisent aussi ce terme de licence. Donc, je voulais qu'on soit bien sûr. Ouais, donc c'est sur le logiciel de gestion et GS1, ouais, c'est une centaine d'euros par an. Tout à fait. Ok. Je pense que c'est le prix médian d'un logiciel de gestion, c'est ça. Vous en avez des pas très chers, je pense, à 1 000 euros. Ça monte tout de suite un petit peu plus. Ce qu'il faut voir, ce qui est important, c'est le prestataire qui… Nous, on a pris un prestataire historique du territoire. Hein. C'est dès l'instant que vous avez une problématique, une panne, bon, il intervient rapidement. Il intervient très rapidement, même le samedi, quoi. Voilà. Ouais, c'est important. Ouais. Voilà, sans faire de publicité, pour avoir un bon prestataire, il suffit de regarder les autocollants sur les caisses enregistreuses dans les grandes surfaces. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. On est d'accord. Non, mais c'est important, on l'a évoqué déjà par rapport à certaines activités, justement le taux de réactivité du prestataire. C'est vrai qu'avec des systèmes comme on évoque là, dès qu'il y a un souci de caisse, etc., ben on bloque tout, quoi. Donc il faut une réactivité aussi, donc le choix du prestataire est important. Tout à fait. C'est ce qui permet de sécuriser les choses. Ouais. À la fois pour l'entreprise et puis pour les collaborateurs aussi, parce que s'ils se retrouvent tout seuls, c'est pas gagné non plus. Avec la douchette dans la main en panique, c'est pas le sèche-cheveux là, hein, la douchette. Non. Mais voilà, nous, le retour d'expérience fait que finalement de passer dès l'instant qu'on veut donner un petit peu d'ampleur à son entreprise et aller sur d'autres marchés. Le passage à l'N13, il se fait relativement quand même facilement, voilà, avec GS1, voilà. Et après, c'est quand même relativement intuitif et
Non, ça se fait bien. Ça se fait relativement bien. Voilà. Alors, sans faire peur par rapport aux prix qui ont été annoncés, si vous êtes un artisan qui fait que de la vente en grande surface, quelqu'un qui voudrait qui n'a pas forcément de faire comme a fait Jérôme, de mettre en place un système en interne de suivi, ça va simplement lui coûter à l'année l'adhésion à GS1 et l'impression de ces étiquettes. Après, on n'est pas forcément obligé de s'équiper de tout le système de douchette en interne si on veut pas forcément mettre en place tout ce suivi. Mais je retiens bien que Jérôme a mis en place toute cette approche de suivi, de marketing et de recibler ensuite ses productions et ses messages ou des gammes de produits qui peuvent plaire ou ne pas plaire. Parce que je pense que Jérôme, vous êtes parti, vous avez fait du développement, vous êtes dit bah, ce produit va super plaire et puis en fait vous apercevez que c'est pas forcément ce produit-là qui se développe, alors qu'un autre produit, vous dites, ah, c'est peut-être un parfum un peu particulier, et en fait, c'est celui-là qui se développe où il y a une grosse demande. Oui, ben, en fait, vous faites parler l'EN après, hein, au niveau, tout Mm. ce qui est collecté au niveau de l'EN, toutes les données. Il faut savoir qu'on a l'EN 13, mais après, on l'avait tout à l'heure dans la présentation, on a vu le GTIN. Et en fait, après, souvent, quand on remplit des fiches produits, c'est un petit peu plus compliqué. C'est là que ça se corse parce qu'on nous demande de remplir la palette, la sous-couche au niveau d'une palette. Donc, il y a ce qu'ils appellent les SPCB, ainsi de suite. Et en fait, par exemple, si on interroge, par exemple, un viticulteur, ben lui, il va expédier une palette. Donc, il y a l'EN13 du produit. Et après, pour la couche ou la sous-couche dans sa palette, il doit aussi régénérer un EN au niveau de la palette, de la sous-couche, et ainsi de suite. Donc, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué et c'est là nous, on a peiné un petit peu plus voilà, pour trouver ça. Donc, voilà, c'était moins évident après quand on faisait de la palette ou ainsi de suite. C'était plus difficile. Ok. Je ne sais pas si Pascal ou David avaient encore des questions. Moi, je n'avais pas une question, j'avais aussi une remarque, parce dans les entreprises artisanales, on entend beaucoup parler aussi, puis il se développe beaucoup du commerce en ligne avec des outils comme WooCommerce, enfin WordPress, WooCommerce, et il existe là aussi des modules qui permettent de remonter le AN13 sur ces outils-là. Hein. Juste pour ramener ça en proportion des, des, des investissements dont on parlait tout à l'heure, voilà, il y a forcément moyen d'adapter ces outils de code barre à vos modes de commercialisation, quoi. Ok. Merci pour cette précision sur notamment les sites internet sur lesquels on est aussi amené à intervenir. Pascal, tu as vu passer d'autres questions? Non, non, je suis en train de surveiller. Alors, il y a simplement une remarque d'une personne, mais je ne sais pas si Jérôme a la réponse. Vu le nombre d'attributions des codes barres, est-ce qu'on risque pas de saturer le GS1 à un moment donné? Bon, je pense pas, parce que vu à la fois la longueur du code et puis si on fait mathématiquement le ratio entre tout ce qu'on peut faire, je pense qu'on en est loin. Mais ce n'est qu'un avis perso. Non, non, on peut pas. On peut pas saturer le GS1 en sachant que les premiers chiffres finalement du GS1, c'est l'identification de l'entreprise. Donc pour nous, déjà 999 produits, déjà pour nous, c'était une plage qui nous était donnée par GS1 qui était relativement, c'est beaucoup de quantité. Je veux dire, aujourd'hui, notre catalogue produit, c'est 60 produits. Donc ça veut dire qu'on a acheté une plage de 1000 voilà, on a acheté une plage 2000 pour avoir juste un catalogue produit de 60 produits. Donc, après, saturer le GS1, non, au niveau France, non, je pense pas. Je pense pas. Et puis, de toute façon, il y aura 13 chiffres déjà. Si on prend une immatriculation, moi, je prends toujours une immatriculation de la voiture. L'immatriculation de la voiture, on voit bien qu'on a changé de système d'immatriculation. Autrefois, mais il y en a fallu pour saturer le fichier des cartes grises au niveau de la France. Donc là on est à très chiffre, donc on ne pourra jamais le saturer, c'est impossible. Mais, si vous voulez, c'est ça. Je veux dire, de toute façon, pour Carré de Chocolat, on n'avait pas le choix dès l'instant qu'on voulait sortir du Morvan. Et voilà, à la base, Thierry le sait, c'est que nous, sortir du Morvan et solliciter GS1 pour nous attribuer les plages produits,
ça nous permettait de consolider 3 postes temps plein au niveau des collaborateurs. Donc, nous, ça a été un besoin de vendre nos produits en dehors du territoire. Voilà. Donc, tout s'est fait, après, tout s'est fait, c'était relativement intuitif, ça s'est bien fait. Voilà. Ok. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Jérôme, pour votre intervention, Jérôme. votre témoignage Merci. qui était très intéressant, très constructif. Et n'hésitez pas surtout à nous ressolliciter. On pourra échanger avec ceux qui souhaiteraient mettre en place ce type de code barre pour leurs produits. Je vais simplement. Et n'hésitez pas à manger du chocolat. Ouais. Non, Au mais, car- si vous voulez, juste pour terminer, c'est que le système des codes barres, il est très, très important. Après, quand vous voulez donner des choix d'orientation à l'entreprise, ça vous permet de tracer tous les historiques et de savoir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui tourne pas comme produit. Et voilà, le fait que chaque produit ait son immatriculation, ça, c'est réellement un plus. Voilà. Et je crois que pour pas mal de nos entreprises, il faut avoir ça en tête parce qu'on s'oriente vers des lieux d'achat locaux, hein, les AMAP, etc. On a de plus en plus de nos artisans qui nous sollicitent, on fait des biscuits, est-ce qu'on ne peut pas les vendre dans un point de vente, sans forcément parler grande surface, hein, mais tout bêtement parler de regroupement de producteurs locaux, et ça, on le voit de plus en plus. Donc, c'est un moyen, entre guillemets, d'écouler les produits, mais pour les écouler efficacement, il faut en grande partie passer par ce genre de solution. Ça coûte. Je reviens, ça coûte pas très cher à l'entreprise. C'est simplement le revendeur qui va supporter le coût de la douchette, de tout ce logiciel de caisse. Vous êtes simplement le livreur du produit avec un code à 13 chiffres qui est mis sur l'étiquette. Donc, je vais poursuivre avec un deuxième code. Est-ce qu'il y a d'autres codes et d'autres usages? Il y en a un qu'on connaît, que je dirais malheureusement, qui a fait une communication depuis quelques mois, depuis 2 ans, le fameux QR code. C'est quoi le QR code? C'est un code à 2 dimensions qui est apparu en 99 et qui va notamment pouvoir lu par les smartphones, nos tablettes, nos téléphones, et on va pouvoir y coder des informations. Ça peut être quoi? L'adresse d'un site internet. Bon, j'ai marqué l'information pour tout ce qui est passe sanitaire, mais ça peut être une carte de visite, un code Wi-Fi, un envoi de SMS ou des références produits. Là, par exemple, on vous a mis une affiche qui va être publiée dans quelques semaines pour faire la promotion de Réparacteur. Et ben là, on a mis un flash code et on pourra flasher avec notre téléphone et d'aller directement sur le site qui est fait référence sur l'affiche. Une application aussi qu'on a, et moi je l'ai eu avec certaines activités un petit peu techniques, c'est faire le lien vers une doc technique. Le chauffagiste, par exemple, ou d'autres prestataires de ce genre qui ont besoin de communiquer la doc technique à quelqu'un, une des solutions, c'est de faire un QR code. On met le QR code sur le produit et les gens vont flasher pour aller récupérer la doc. On a aussi des entreprises qui le mettent sur leur référence produit et lorsqu'il faut faire la maintenance, ils cliquent derrière et ils ont tout de suite les codes ou des codes précis pour aller justement dépanner la machine. Donc, bon, ça peut être une opportunité, je l'ai marqué avec le Covid, mais l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de contact, c'est une simplicité d'utilisation. C'est compatible sur tous les téléphones, il faut simplement installer au préalable l'application, mais c'est des applications qui sont gratuites. Ce sont les mêmes applications qui vont aussi lire les codes EAN13 qu'on a vu tout à l'heure. Mais surtout, lorsqu'on met un flash code, il faut toujours penser à ceux qui n'ont pas de téléphone ou si l'application ne marchait pas, de toujours mettre en dessous à quoi correspond le code qui vous est présenté. Et je le reviens, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de le diffuser à grande échelle, il faut bien s'assurer que ce code est fonctionnel et qui est lisible. Et il sera d'autant plus lisible si on a un contraste de couleurs très élevé. Tout à l'heure, Jérôme nous expliquait qu'il l'imprimait en noir. Pareil, les QR codes, on va essayer de les imprimer sur des couleurs foncées, sur un fond clair ou inversement. Et c'est un moyen aussi d'accéder, par exemple, à une grille de tarifs, des choses qui peuvent évoluer, qui sont en place sur un site Internet. On va changer le site, mais pour que les gens puissent accéder facilement et ne pas refaire des flyers, etc., on met le QR code sur le flyer. C'est l'exemple un petit peu avec l'exemple que Thierry nous montre sous les yeux. En exemple du menu, le menu, on va pas réimprimer tous les menus. Hop, il suffit de flasher et on a le menu à jour ou le menu du jour, hein, tout simplement. Ça fait plus pro, il n'y a pas de contact. Sur quoi on peut mettre un QR code? Je dirais on peut mettre des QR codes sur tous les supports physiques. Ça peut être sur des cartes de visite, sur des panneaux, sur des affiches, sur des flyers, sur des véhicules, sur des objets, sur des vêtements.
quoi, partout, tout ce qu'on peut imprimer, on peut mettre un QR code. Après, ce sera simplement la taille et la surface disponible et du nombre de types d'informations, de la quantité d'informations qu'on voudra mettre dedans. Nous, on a utilisé ce QR code en boutique pour une simple et bonne raison, c'est que le fait qu'on ait des gens qui viennent consommer sur le territoire en période estivale, il fallait qu'ils puissent flasher le QR code dans la boutique pour pouvoir s'inscrire directement sur la boutique en ligne, dans une base pour pouvoir laisser leur mail. Donc, c'était un raccourci pour eux, qu'en flashant, ils pouvaient flasher ce QR code de la boutique physique, en fait, à Carré-les-Tombes. Et sur leur smartphone, ça leur ouvrait directement la page pour pouvoir nous laisser leur adresse mail et les inviter à savoir si vous voulez créer leur espace client pour pouvoir commander nos produits. Donc ça, nous, on l'a utilisé sur l'instant T. Voilà. Alors, une petite question justement, Jérôme, avant l'arrivée du Covid et avant que tout le monde découvre le QR code, est-ce que les gens étaient assez familiers de cet outil ou fallait leur expliquer? Non, ils étaient assez familiers déjà de l'outil parce que c'était les prémices et nous, on l'a mis en place il y a une dizaine d'années déjà, le QR code comme ça. Ouais, c'est ça qui est rigolo parce qu'en fait, le QR code, on en entend beaucoup parler depuis le fameux pass sanitaire, mais en fait, c'est une application qui est assez ancienne et qui avait tenté de percer à un moment donné, puis qui était retombée comme un soufflet. Et là, en fait, le Covid, finalement, a remis un coup de boost à cette application, mais c'est pour la bonne cause parce que finalement, les applications se sont démultipliées et c'est une bonne chose. Donc, je vous ai proposé 2 applications en ligne gratuites pour générer ces codes. Donc, il y en a qui sont très simples. Unitag permet notamment de faire des variantes de ce que je vous ai mis en dessous. C'est exactement le même flashcode avec des couleurs différentes, les formes de points différentes. Et on va même pouvoir aussi rajouter son logo au milieu. Alors, pas des logos complexes, mais des formes qui vont rappeler la signature de l'entreprise. Et ensuite, ces flashcodes, en fonction des outils, on va aussi être capable de modifier la couleur, d'insérer son logo, d'avoir des formes arrondies ou carrées. Après, vous pouvez faire libre cours à votre imagination pour toutes les couleurs, mais surtout de s'assurer de la visibilité sur le support avant la diffusion et de s'assurer de la validité des informations qui vont être communiquées. Donc, si vous pointez sur un site internet, de bien s'assurer que cette page est bien fonctionnelle. Et donc pour que ce soit utilisé au quotidien et qu'il n'y ait pas de rupture. Et donc j'en ai. J'amènerai une petite précision quand même, Thierry, sur la slide précédente. Le gratuit, il faut faire quand même attention. Souvent, les applications gratuites sont valables pour les applications qui sont en mode web. C'est-à-dire que quand vous allez imprimer sur des petites tailles ou sur des choses comme ça va être c'est gratuit. Et par contre, dès lors que vous allez vouloir faire des grands formats, bien souvent, les applications demandent c'est là que ça devient payant. Non, on peut se débrouiller avec des choses gratuites. Comme c'est des formes assez simples. T'es un pirate, toi. Ah, mais je suis un pirate. On a des formes, des logiciels qui vont permettre gratuitement, il n'y a rien de détourné. Mais si on a besoin de faire des gros logos, typiquement le logo que vous aviez vu sur la fiche précédente, quand on a voulu l'avoir en haute définition, il nous demandait de facturer 100 euros, simplement pour l'avoir au grand format. Alors que vous avez des logiciels gratuits, comme par exemple Inkscape, qui va vous permettre de le convertir directement au grand format pour le mettre sur des grandes affiches. Et donc, il y a énormément de choses gratuites. Et s'il y a une chose à retenir, surtout ne payez pas des choses qui soient gratuites. Et justement, au niveau du numérique, on peut vous accompagner au niveau de la chambre de métier. Donc là, je vais peut-être laisser un peu plus la parole à Pascal qui va nous présenter un peu ce qu'on peut proposer aux artisans. Oui, ça fait le lien avec ce que tu évoquais dans les actions qu'on peut proposer à nos entreprises. Alors, entreprises ressortissantes du répertoire des métiers, plusieurs actions. Donc, les diags numériques qui sont un état des lieux qu'on va faire avec le chef d'entreprise pour faire le point sur différents domaines de son numérique. Tout ce qui est sur la partie site internet, donc on va dire en amont avec le cahier des charges qui va permettre de préparer la création du site qui peut être ensuite éventuellement
donnés à un prestataire, l'audit de site pour faire un petit peu le point sur le contenu, les aspects législatifs, les documents qui sont dedans, si tout est OK, des points sur la signature électronique avec, par exemple, les garagistes et les marchés publics, puisqu'on a un partenariat avec un prestataire qui s'appelle Certinia pour nous permettre de mettre à disposition à des prix intéressants des signatures électroniques. Et puis, une action qu'on mène depuis maintenant un petit peu plus d'un an dans le cadre du plan de relance, de l'accompagnement gratuit en entreprise sur mesure sous forme de demi-journée ou d'une journée avec différents thèmes que l'on peut aborder pour accompagner nos entreprises, que ce soit les noms de domaine, l'accompagnement sur les réseaux sociaux, Facebook et Marketplace par exemple, sur les fichiers clients, hein, ça c'est aussi un point important pour nos entreprises et pour l'utilité au niveau communication notamment, sur les aspects législatifs comme le RGPD, la protection des données personnelles, et puis des accompagnements sur Chorus notamment pour ceux qui ont les factures à déposer sur la plateforme de l'administration fiscale. Voilà, donc plein de domaines sur lesquels on peut vous accompagner au niveau de la chambre de métier. Voilà, accompagnement pour terminer un petit peu qui est fait par l'ensemble de l'équipe dont vous avez les noms sous les yeux. Donc, pour faire simple, on a quasiment un collègue par département avec David qui, lui, travaille sur à la fois le territoire de Belfort et sur le Doubs. Mais il faut savoir que cette équipe, elle est complémentaire, elle est diversifiée, et ça nous permet d'aider nos entreprises en différents sujets. On a tous plus ou moins nos points forts et également nos points faibles, mais le réseau fait qu'on arrive à travailler tous ensemble et puis à accompagner nos entreprises de la meilleure façon qui soit, ce qui était le cas déjà aujourd'hui avec les animations qu'on a faites avec plusieurs collègues et qu'on va refaire pendant toute la semaine. Donc, vous retrouverez sur les sites sur les adresses de sites qui sont en bas, les prochains webinaires qui vont durer toute la semaine. Donc, demain matin, demain après-midi et idem sur les jours qui suivent, avec différentes problématiques, notamment sur les nouveaux réseaux sociaux, sur Canva, sur des outils pour les entreprises du bâtiment. Voilà, un certain nombre de webinaires qui sont en lien sur le site que vous avez en bas. Et puis, si vous voulez rentrer en échange avec l'ensemble de nos collègues, vous avez les mails et puis la liste de tous les collègues. Alors, la chambre de métier vous accompagne aussi pour toutes les entreprises installées lors du plan de relance sur notamment des coachings pour l'activité. Ça peut être de l'accompagnement sur mesure destiné aux entreprises pour voir l'augmentation de votre chiffre d'affaires ou constituer une trésorerie avec un projet de développement. Ça peut être aussi des accompagnements sur des dossiers d'aide pour recherche de subventions ou de prêts à taux zéro. On vous accompagne dans le cadre du montage de vos dossiers. Donc, dans ces cas-là, contactez-nous, contactez votre délégation et on essaiera de répondre ou de vous orienter par rapport à votre demande. On intervient aussi sur le développement durable, un programme qui est un peu décliné comme le numérique. On accompagne les entreprises dans une démarche de transition écologique et énergétique. Ça peut être sous forme de visite énergie, notamment pour tout ce qui est maîtrise des coûts liés à l'augmentation de l'énergie, des préconisations sur les éco-gestes pour gérer son énergie ou ses déchets ou la gestion de l'eau quotidien de l'entreprise, de vous accompagner sur les aides en matière de développement durable et on organise aussi des opérations de sensibilisation au développement durable, notamment une opération de collecte de déchets dangereux pour ceux qui ont ce type de produits ou réparateurs pour faire la promotion par exemple de la réparation pour ceux qui sont amenés à réparer des objets, comment réparer au lieu de jeter. On vous accompagne aussi sous forme de formation, des formations pour les chefs d'entreprise et conjoints de chefs d'entreprise, pour les conjoints collaborateurs. Donc des formations techniques, des formations sur le numérique et vous recevez à chaque semestre le programme de l'ensemble des formations et on vous explique aussi notamment les prises en charge parce qu'il y a des aides pour faire ces stages. Donc n'hésitez pas à nous solliciter lorsqu'on vous propose ces formations. Et aussi un service ressources humaines apprentissage. On vous accompagne pour la recherche d'apprentis et recrutement de salariés pour vos entreprises. Donc, juste pour conclure un petit peu ce webinaire et je vais laisser la parole, le mot de la conclusion
à David et Pascal. Je vais projeter un petit questionnaire et pour ceux qui souhaitent être accompagnés, vous pouvez nous le faire savoir. Je vais lancer un petit sondage en ligne et vous pouvez répondre, nous dire si vous êtes intéressé ou pas pour être accompagné par la chambre de métier. Voilà. À vous, Pascal et David. Simplement, moi, pour compléter un petit peu ce qu'on a évoqué, hein, donc on est à votre disposition hein, au niveau de nos entreprises artisanales pour vous aider, vous accompagner sur le domaine du numérique. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous solliciter. Hein, on est à votre disposition et vous avez vu ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur différents sujets. Voilà, on a cette semaine avec une dizaine de rendez-vous pour vous informer au mieux. Mais c'est le cas également au quotidien où voilà, l'ensemble des collègues, on essaye de vous aider, de vous accompagner au mieux sur le domaine du numérique.